bienvenue sur votre chaîne TV Guinée-Paris dans son émission Parlons de la Guinée depuis Paris. C'est notre émission essentiellement consacrée à la vie politique de notre chère Guinée. Dans ce présent numéro, la rédaction de TV Guinée-Paris reçoit un invité, mais pas des moindres. Il s'agit de l'honorable Ibrahima Sorel Keita, membre du Conseil national de transition. Bonsoir honorable. Bonsoir à vous. Permettez-nous, à travers nos recherches, essayer de camper un pan de votre parcours. Professeur de droit à l'IFASE, Institut de recherche et de formation à l'action sociale de l'Essor. Vous êtes écrivain et journaliste consultant en stratégie de communication, vice-président de l'association SOS Racisme, également président d'honneur de la KGF, Coordination des associations guinéennes de France, président de SFAD, Solidarité, Formation, Mobilisation, directeur général de BDTV, Banlieue, Diversité, Média, sur la TNT, dont l'emblème est Liberté, Égalité, Diversité. Porte-parole du CTG, Collectif pour la transition en Guinée. Fondateur à 20 ans du Cercle Nelson Mandela, mouvement estudiantin luttant contre l'apartheid. C'était en 1985. Directeur fondateur du journal Négropolis en 1990. Animateur d'ateliers d'écriture et mobilisation citoyenne dans les quartiers dits difficiles entre 1990 et 2000. Professeur de droit à l'université Paris-Nord, ville tanneuse en 1992. Membre de l'association des cadres et techniciens d'origine guinéenne en France, à TOG, et de l'association panafricaine en 1995. Fondateur du Club de la presse africaine en 1996. Administrateur de l'association Banlieue du Monde, initiatrice des centaines de chantiers de solidarité en Afrique en 1988. Président Solidarité, Formation, Mobilisation, Accueil et Développement, SFMAD, l'une des principales associations de formation et d'insertion des jeunes pour plus de 100 salariés en 2010. Délégué général du club géopolitique en 2016. Par ailleurs, vous avez aussi publié le recueil intitulé Banlieue Rhapsody, vendu à plus de 10 000 exemplaires, prouesse rare pour un livre de poésie salué par le réalisateur nord-américain Spike Lee. Déontologie oblige. Honorable, nous tirons toutes ces informations de Inside Guinée. Honorable Sorel Keita, avant d'entamer notre entretien proprement dit, si vous confirmez ce parcours qui vient d'être exposé, cette nécessité s'impose pour vous de compléter sa mise à jour. Merci d'abord de votre recherche, parce que, bon, même moi, il y a des éléments de mon parcours que j'ignorais. Bon, mais effectivement, je confirme, c'est juste sur les dates. Il y a peut-être sur les dates, parce que le club panafricain là, de lutte contre l'apartheid, c'était, me semble-t-il, en 88, j'ai entendu 85. Par ailleurs, le SOS Racisme et Banlieue du Monde, c'était en 92, parce que j'ai entendu 88, je crois. Voilà, mais sinon, en dehors de ça, effectivement, je confirme, je suis un multi-passionné. D'accord. Eh bien, est-ce que vous pouvez nous mettre la mise à jour actuelle? La mise à jour, bien sûr, volontiers. Voilà. La mise à jour, c'est le CTG, c'est sur le CTG, effectivement, le collectif pour la transition en Guinée, que vous connaissez, qui a eu une grande notoriété internationale. C'est un mouvement que j'avais créé avec des amis guinéens, africains et européens, parce que ça, c'est important de le préciser. Et l'objectif, c'était de lutter contre les velléités de présidence à vie à travers le troisième mandat d'Alpha Condé et de promouvoir une transition en Guinée. Et donc j'ai été un petit peu prophète, si j'ose dire, parce que Dieu merci, nous avons eu la transition. Donc j'ai été un des théoriciens de cette transition-là. Mais évidemment, à l'époque, nous, c'était une transition, bien entendu, citoyenne, civile, encadrée par des militaires républicains et rassemblant tous les enfants de Guinée. Et suite à
donc au changement de régime, j'ai été donc appelé pour apporter ma contribution à la nouvelle dynamique en cours. Et cet appel-là a abouti à cette présence que vous avez aujourd'hui de ma personne en Guinée, et j'en suis très heureux. Donc depuis 4 ans, je suis au CNT, le CNT qui est le Conseil national de la transition, c'est-à-dire le Parlement guinéen. Donc c'est l'Assemblée nationale guinéenne qui siège au Palais du Peuple, comme toujours d'ailleurs, depuis 1958, ça a été le cas. Donc ça, c'est avec beaucoup d'émotion que je suis heureux de travailler au Palais du Peuple, d'être dans les salles du Palais du Peuple. Et je m'occupe principalement au CNT de la Commission des Affaires étrangères. Donc je suis le président de cette Commission des Affaires étrangères, coopération internationale et guinéen de l'étranger. Donc je suis le président de mon ami Bachir et de tous les Guinéens qui vivent à l'étranger. Voilà, je m'occupe d'eux, mais je voudrais dire aussi qu'ils sont chez eux, chez moi, ici, au CNT. Donc, nous sommes ouverts. D'ailleurs, nous sommes, si on avait le temps, vous auriez vu mon bureau, il croule sous les dossiers, sous les sollicitations, les demandes, mais c'est très bien, parce que je le dis souvent à nos frères et sœurs de la diaspora qui viennent en Guinée, qui parfois me racontent leurs 1001 difficultés. N'hésitez pas, venez au CNT à la Commission des Affaires étrangères. Vous êtes chez vous à la Commission des Affaires étrangères, vous êtes chez vous au Parlement, puisque le Parlement est censé représenter le peuple et vous êtes pour moi une part très honorable du peuple de Guinée. Heureux de vous recevoir sur ce plateau et vous souhaitons la bienvenue. Merci. Actualité oblige, quelle analyse faites-vous autour du vote du référendum, des élections, de l'élection présidentielle et de l'organisation de l'investiture du président Mamadi Doumbouya au stade général Lansana Conté? Moi, j'en suis heureux. J'en suis heureux d'abord pour une première raison. Notre rôle au CNT, en tant qu'Assemblée, c'est de voter les lois. Mais nous avons une particularité au CNT. La charte de la transition qui faisait office de constitution nous a donné la responsabilité, la mission d'élaborer la Constitution. C'est rare, ce n'est pas toutes les assemblées qui écrivent la Constitution. Les constitutions des pays, souvent, sont faites par des groupes de gens qui se réunissent dans une pièce, dans un bureau, de manière plus ou moins confidentielle. En aparté. En aparté, merci. Cette fois-ci, ça a été quelque chose de différent. C'est le CNT, donc les 81 députés, mais qui ne l'ont pas fait seuls, qui l'ont fait avec l'ensemble des populations guinéennes. Parce que nous, avant d'écrire la Constitution, nous sommes allés au-devant des populations guinéennes pour leur demander ce qu'elles attendaient d'une nouvelle Constitution. Parce que vous savez que l'ancienne avait été suspendue, même abrogée, même carrément. Donc nous leur avons demandé ce qu'elles attendaient de ce nouveau pouvoir, de ce nouveau régime. Nous avons donc sillonné les 33 préfectures de notre pays. Nous avons été dans les sous-préfectures, dans les districts, pour tâter le pouls de notre société, de nos populations, pour les écouter. Et ce qu'elles nous ont dit a nourri notre élaboration de la Constitution. Et ce n'est pas tout. Lorsque nous avons fini, nous avons fait ce qu'on appelle un avant-projet, avant de faire le projet définitif de Constitution. Et cet avant-projet-là nous a amené, dès qu'on l'a fini, à retourner à nouveau devant les populations, partout en Guinée. Moi-même, j'étais à Boké, j'ai été dans toutes les sous-préfectures de Boké, même à Sansalé, où depuis, les populations m'ont dit, on est heureux, fiers que vous soyez là, parce que depuis une quinzaine d'années, vous êtes la première autorité officielle à être venue chez nous. Parce qu'en fait, il faut traverser un bras de mer, c'est très loin, c'est très éloigné. Et donc, moi, j'ai été très ému et très fier de cela. Et ça fait partie des bons moments de mon aventure guinéenne. Et on a recueilli donc les avis des populations par rapport au travail que nous avons fait. Donc, de l'avant-projet au projet, il y a une différence, pas très importante, mais qui existe.
Je dis ça pour des gens qui n'ont pas compris, qu'on dit ah mais vous aviez parlé de ça et après on retrouve ça. C'est normal, parce qu'on allait voir les populations, elles nous ont dit ah mais vous n'avez pas tenu compte de ça, vous n'avez pas parlé de ça. Vous avez tenu compte des aspirations et des propositions des populations. Et c'est pour cette raison que nous disons ce slogan-là, il n'est pas abscon, il n'est pas dérisoire. Une constitution qui nous ressemble. Ça veut dire quoi? C'est une constitution qui tient compte des aspirations du peuple de Guinée et qui nous rassemble, c'est la vocation de la constitution. Et donc, le référendum, c'était normal que nous, on se batte pour que le oui l'emporte. Parce que c'est notre bébé, comme celui de millions de Guinéens. Donc moi, j'étais content que le référendum se déroule dans de bonnes conditions. Et ce qui m'a plu aussi, c'est que c'est une des rares fois en Guinée où une élection, parce que le référendum, c'est quand même une élection, même si c'est oui ou non la réponse, qu'une élection se déroule dans la paix, la tranquillité, sans effusion de sang, ainsi de suite. Et donc, ravi. Et ensuite, après le référendum, bien entendu, on a eu l'élection présidentielle. L'élection présidentielle aussi s'est déroulée dans de bonnes conditions, de manière globale. Évidemment, j'aurais souhaité qu'il y ait un maximum de candidats supplémentaires, mais vous savez, il y a la loi. Et moi, je fais partie de ceux qui ont fait la loi. Donc, il faut que les candidatures soient soumises à des conditionnalités législatives réglementaires. Et donc, ceux qui ont pu respecter ces conditionnalités-là ont été choisis, participer à cette élection. Et je me réjouis aussi que cette élection se soit passée dans la paix. Il n'y a pas eu de violence excessive, il n'y a pas eu de mort. Comme à l'accoutumée. Malheureusement, comme à l'accoutumée. Okay. Voilà. Donc, pour moi, le bilan, il est positif. Et enfin, l'investiture. L'investiture, j'y étais, mais comme des milliers de Guinéens, ça a été une investiture populaire. Ça aussi, c'est très bien, parce que dans le passé, les investitures se déroulent au palais présidentiel. C'est moins grand. On y était il n'y a pas très longtemps, même hier, pardon. C'est pas très grand. Et là, on s'est retrouvé dans un stade de 50 000 places. Et moi, sincèrement, j'étais particulièrement heureux parce que j'avais vu des investitures dans certains pays qui s'étaient faites dans des stades. Et j'avais été très touché par ça. Parce que ça permet... L'innovation. Voilà, ça permet à un maximum de gens d'être présents, de connaître la procédure, les coulisses, et que le serment du président se fasse devant des dizaines de milliers de personnes, sans compter ceux qui regardaient la télé, donc des millions, mais ça a une valeur symbolique très importante. Ok, revenons à cette élection. Qu'en pensez-vous de l'absence de ces quelques grandes formations politiques du pays, notamment le RPG, l'UFDG, l'UFR, le PLN? À ce fait, pensez-vous qu'il y a eu du challenge lors de cette élection présidentielle? Je pense qu'il y a eu du challenge. Je pense que bon, évidemment, ce que je pense de leur absence, je l'ai dit. Personnellement, j'aurais souhaité que les plus grandes organisations politiques se présentent, évidemment. D'autant plus que je les connais, je connais les leaders de ces organisations-là. Mais comme je vous ai dit, il y a des critères. Et ces critères-là, c'est nous, entre autres, qui avons participé à leur définition. Donc, on ne peut pas, après, nous plaindre qu'ils aient été exigeants sur ces critères. Je parlais récemment avec des militants du PDN. J'aime beaucoup le PDN parce que le président est un ami. C'est l'ancien Kouyaté, c'est un frère, c'est un ami. C'est pas pro-PDN quand même. Non, mais ça pro-PDN. C'est un ami. Non, je dis j'aime beaucoup le... Non, moi, je suis dans une dynamique, c'est clair. Ouais. Je suis dans la dynamique... de cette transition-là qui touche à sa fin. Okay. Et je le dis, je le répète, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais s'il faut que je le répète dans votre média, je le dirai. Je suis en Guinée parce que le général Doumbouya me l'a demandé. Je suis venu pour aider le général Doumbouya à réussir sa transition. Donc évidemment, je le soutiens. Et je souhaite qu'il fasse mieux que ce qui s'est déjà passé. Mais ça ne m'empêche pas d'aimer certaines personnes. Je suis un ami à l'ancien Kouyaté et je trouve que c'est dommage qu'il n'ait pas pu participer. Mais j'ai regardé les raisons pour lesquelles il n'a pas pu participer. C'est nous qui avons fait le code électoral. Et dans le code électoral, il y a des critères pour être candidat. Et il y a un des critères que malheureusement, qui n'avait pas été respecté.
c'est le dépôt, je crois que c'est le certificat authentifié de déclaration des biens. Je pense que là où ils se sont trompés, c'est qu'ils ont fait une déclaration des biens mais qui n'était pas authentifiée. Et sincèrement, moi je vous le dis, j'aurais été le président de la Cour suprême, j'aurais pu passer là-dessus. Parce qu'il y avait quand même une déclaration des biens. Mais en tant que juriste, je le dis parce que j'aime bien dans sa localité, mais en tant que juriste et en tant que respectueux de ce qui est écrit dans le code électoral, c'est marqué. Déclaration, déclaration authentifiée des biens. Ça n'a pas été le cas. C'est le cas de notre frère aussi, Ousmane Kaba. C'était, je crois, lui, il a été piégé sur la fiche d'identité nationale. D'après ce qu'on m'a dit, je peux me tromper, mais d'après ce qu'on m'a dit, dans les dossiers, il manquait la fiche d'identité. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre davantage là-dessus, parce que comme j'ai dit au réalisateur de l'émission, et lui et moi sont pris par le temps, mais ce que je veux dire, c'est que évidemment, j'aurais souhaité que l'élection soit la plus ouverte possible, mais en même temps, en tant que légaliste, juriste et démocrate, je suis attaché au respect des règlements, des lois et des critères. Et plusieurs Guinéens martèlent que c'est une élection qui était d'office taillée sur mesure. Qu'en dites-vous? Ben non, on regarde ce que je viens de dire. Il y a des gens qui ont pu respecter les critères. On a dit oui, mais c'est des petits candidats. On va dire c'est des candidats moins connus que les ténors. Et je l'ai déjà dit que, évidemment, j'aurais souhaité que les ténors soient présents dans le respect de la loi. Mais il y a quand même on a eu quand même 2 ténors. C'est Abbé Sylla qui en est à sa 2e élection, 3e même, je crois, élection présidentielle. Faya, qui aussi fait partie aujourd'hui des ténors, de ceux qui quand même ont animé cette vie politique guinéenne. Voilà. Au niveau des campagnes présidentielles, nous avions observé ce déferlement de tout le gouvernement en branle pour le soutien du candidat du GMD. Donc on s'affirme sans preuve pour autant que ce sont les caisses de l'État qui ont servi à 100% au financement de ces campagnes, comme à l'accoutumée dans notre pays et dans plusieurs pays africains. Quelle analyse faites-vous de ces allégations? Qu'est-ce que je peux en dire? Puisque vous-même, dans votre question, vous dites sans preuve. Oui. Donc moi, tant qu'il n'y a pas de preuve, je n'entre pas dans ce schéma-là. Si on m'envoie les preuves, ok, je dis ce que j'en pense. Mais comme je vous l'ai dit, moi, je suis quelqu'un de sincère et c'est ce qui fait ma crédibilité. Parce que je n'avance que des choses que je maîtrise. Quand c'est des choses que je ne maîtrise pas, je n'entre pas là-dedans. Par contre, ce que je sais, que vous pouvez vérifier, c'est que le chef de l'État a demandé au ministre de continuer à travailler, que la continuité de l'État s'exerce, se poursuive. Et même si on sait que dans le directoire de campagne, il y avait le PM, il y avait le Premier ministre et officiellement 2 ministres, à savoir la ministre de l'Agriculture et le ministre du Travail, ça c'est le truc officiel. Un directoire de campagne où il y a le chef du gouvernement et il y a 2 ministres. Le reste des ministres, dans leur région et leur préfecture, ont battu campagne, mais je ne crois pas qu'il y ait eu une injonction officielle de la part du chef de l'État pour demander au ministre d'aller. L'injonction officielle qu'on a entendue, dont on a entendu parler, c'est que le président a demandé, je pourrais vous donner les sources, a demandé aux ministres de poursuivre leurs fonctions à cette époque-là. Mais vous savez, c'est comme dans toutes les campagnes, partout dans le monde, y compris le pays que je connais bien, la France, les pays européens de manière générale. Souvent, les ministres ont tendance à accompagner la candidature du chef de l'État pour simplement continuer la dynamique de rénovation. Revenons à vous, honorable membre du CNC. J'ai dit très actif dans le domaine de la protection des droits de l'homme. Pouvons-nous croire aujourd'hui que vous continuez toujours à évoluer dans le même sens? Absolument, parce que d'abord, je vous apprends une chose, ils ne vont pas être contents mes amis guinéens, je continue à bosser pour
certaines des associations avec lesquelles j'étais déjà en France. Je continue à les assister. Bon, évidemment, ça se fait par visioconférence. Et quand je suis en France, je vais mouiller la chemise, comme on dit. Il y a deux qui me touchent particulièrement. Trois même, je vais dire. C'est SOS Racisme, parce qu'elle fait un travail énorme de lutte contre le racisme. Et parce qu'elle protège nos frères et sœurs africains. Et donc moi je suis touché par ça, parce qu'aujourd'hui, une bonne partie des clients des SOS Racisme, c'est des Guinéens. Donc ouais, je continue à faire ce travail, mais en réalité, c'est aussi mon combat pour la Guinée. Parce que beaucoup aujourd'hui, vous le savez, le premier en demandeur d'asile en France, en mineur non accompagné, c'est les Guinéens. Donc le fait de continuer mon travail avec SOS Racisme, bon, évidemment, de manière moins importante que par le passé, ben, c'est continuer à aider mon pays, puisque c'est des frères et sœurs guinéens qui sont victimes là-bas de discrimination. Et puis, il y a aussi SFM, vous avez eu la gentillesse de rappeler que je dirigeais une association qui s'appelait SFM, qui a une centaine de salariés, j'en suis fier aussi. C'est une association très importante qui travaille sur tout ce qui est insertion professionnelle et sociale des jeunes, notamment les jeunes des quartiers populaires. Et dans ces quartiers populaires, qui on trouve beaucoup de nos frères et sœurs, beaucoup de nos jeunes qui sont nés là-bas. Et donc, moi, je continue ça de manière indirecte, parce que mon travail principal, c'est ce que je fais en Guinée. Mon travail de conseiller national de la transition, de président de cette commission des affaires étrangères. Un troisième mandat qu'avait brigué le professeur Alpha Condé, vous étiez au four et au moulin pour empêcher cette tentative. Vous êtes toujours cet homme acharné pour la protection des droits de l'homme? Absolument, je l'ai dit. Et j'ajoute une chose. Moi, avant de lancer le mouvement là, contre le troisième mandat, donc je précise contre le troisième mandat et pas contre Alpha. J'avais rien contre Alpha. Contre le troisième mandat. J'avais rien contre Alpha. Oui. Et le combat contre le troisième mandat, il a été radical parce que cette idée de troisième mandat a entraîné des morts en Guinée. Des situations terribles dans notre pays. Ça ne bougeait pas, c'était bloqué. C'est pour ça que plus l'intérieur ici c'était dur, plus moi je radicalisais mon combat. Mais toujours en ayant le souci de la vérité, de la sincérité, du respect des lois et des principes aussi de notre culture et de notre religion. D'ailleurs, ce combat, je l'ai dit, il a réussi aussi parce que je l'ai mis sous le sceau du Tout-Puissant. Et donc, quand vous mettez un combat sous le sceau du Tout-Puissant, vous êtes obligé d'utiliser les préceptes du Tout-Puissant. Vous ne pouvez pas être un salopard et implorer Dieu. Pour implorer Dieu et faire en sorte que les choses se passent bien, il faut être quelqu'un d'intègre. Et c'est ça qui explique la réussite de ce combat. Et ce combat, il continue d'une certaine manière, puisque je suis maintenant en Guinée, et qu'en Guinée, je sais que ce n'est pas facile, mais on a besoin de gens comme moi, il y en a d'autres. Hein. Mais c'est d'ailleurs important que tous ceux qui veulent que ce pays s'en sorte se mettent ensemble. Parce que ce n'est pas facile, on a beaucoup de travail à faire. Mais sincèrement, on est sur la bonne voie. Parlant de la fermeture de quelques stations radio de la place, quel regard avez-vous de ce que plusieurs qualifient de musellement de la presse? J'aurais été ministre de la communication, j'aurais fait en sorte d'éviter cela. J'aurais tapé sur les journalistes qui défrayaient, enfin qui sortaient du cadre, qui ne respectaient pas la déontologie de la presse, parce qu'il y a des règles aussi. Oui. La presse, ça ne veut pas dire on dit ce qu'on veut, parce que ça peut être terrible pour les gens. On peut salir l'honneur et la dignité d'une personne à travers les médias, à travers les réseaux sociaux. Donc il faut faire très attention. C'est un couteau à double tranchant. Merci. C'est un couteau à double tranchant. C'est-à-dire la presse peut apporter du bien, permettre à un pays d'avancer à travers ses critiques objectives, mais la presse peut être nocive. Comme la radio. Absolument. Mais dans ce cas, merci. Je l'ai dit d'ailleurs, parce que nous on travaille là-dessus. D'ailleurs, je vous apprends une chose. On a créé une commission au CNT pour parler de cette affaire-là. On a travaillé sur cette affaire pour faire en sorte qu'on trouve une solution apaisée, une solution qui permette à ces centaines de jeunes de ne pas se retrouver sur le carreau. Moi, c'était vraiment un de mes soucis principaux. Il y a des jeunes techniciens, des jeunes animateurs, des jeunes journalistes qui n'ont rien à voir avec les dérives des médias et qui aujourd'hui sont impactés par ça.
Donc moi, j'ai été très triste de cela. Et c'est vrai que je suis ami, bon, vous le savez, d'un certain nombre de patrons de presse qui ont été impactés. Ça m'a touché aussi, forcément. Mais je tenais à rappeler quand même qu'il y a eu des dérives terribles. Mais sincèrement, je pense que ces dérives-là, il faut les sanctionner, comme on dit en droit, intuitu personné. C'est-à-dire la personne qui a commis la faute, c'est elle qu'il faut sanctionner. Ce n'est pas l'ensemble. Ouais, il ne faut pas que... Ou tout au moins, si on n'a pas le choix, parce que parfois, il peut arriver que la dérive d'un journaliste soit couverte par la hiérarchie. À ce moment-là, oui, on peut comprendre. Mais il faut trouver des mesures d'accompagnement pour tous ceux qui se retrouvent au chômage du fait de cette décision. Donc c'est ce qui m'a vraiment fait de la peine, c'est que des gens m'ont appelé pour me dire nous on ne travaille plus, on est machin, honorable, qu'est-ce que vous pouvez faire, on sait votre combat, vous avez dirigé une chaîne de télé, d'ailleurs vous l'avez rappelé BDM TV, qui aujourd'hui est en suspens, on ne peut pas tout faire non plus malgré nos envies. J'ai eu beaucoup de coups de fil, beaucoup de messages des uns et des autres. Et je fais partie d'un groupe de travail ici au CNT qui a été donc mis en place au CNT, qui a rencontré les médias pour essayer de trouver une solution. Pensez-vous qu'il y a espoir de revoir encore ces radios fermées? Je pense que ça va évoluer. Je pense que le chef de l'État, si vous avez suivi, et son discours d'investiture, et ce qu'il fait, en fait, le chef de l'État s'est retrouvé comme nous autres qui sommes à la tâche face à d'immenses défis à relever. Et donc, c'est vrai que quand on a autant de défis à relever, on souhaite que vraiment que l'ensemble des populations aillent dans cette dynamique-là, qu'il n'y ait pas des gens qui tirent en arrière, qui compliquent la situation, qui nous mettent dans les bâtons dans les roues, qui reviennent au passé, en soufflant sur les braises de la division. Et donc c'est peut-être ce qui explique aussi certaines décisions qui peuvent apparaître comme difficiles. Mais je suis sûr que ça va avancer, je suis sûr que l'apaisement, parce que le chef de l'État a parlé de ça, il faut unir les Guinéens, il faut lutter contre la division et la haine, il a dit dans son discours, et donc tout ce qui concourt à apaiser, il faut aller vers ce sens. Moi, c'est ma conviction. Si je dois apporter, si je suis sollicité, ça sera mon combat, de faire en sorte qu'on apaise, on réconcilie. J'ai eu la chance, dès le début, d'être parmi les 30 personnes qui ont été choisies par le chef de l'État pour constituer ce qu'on a appelé le Comité national des assises de la réconciliation. Pareil, on a été dans toutes les préfectures et sous-préfectures pour entendre les Guinéens et leur demander qu'est-ce qu'il faut pour que ce pays-là se rassemble, pense ses plaies, se réconcilie, se pardonne. Et je peux vous dire que ça a été une de mes plus belles expériences. Et je n'ai pas changé. Pour moi, ce combat-là, c'est un des plus beaux combats. Le pardon, la réconciliation des Guinéens, et tous ensemble pour sauver le pays, pour lui permettre d'être au moins un pays normal, d'être comme les autres. Et on a des potentialités, et pas que du sous-sol ou de l'agriculture, on a aussi des hommes et des femmes de ce pays. Et donc simplement il faut ça. Voilà, moi c'est le message que je peux passer. Après évidemment il y a des gens qui vont dire oui, il aurait pu faire ça, oui il faut que tu rejoignes l'opposition, il faut que tu rejoignes ci, parce que ceci, parce que cela. Libre à eux de penser ce qu'ils veulent. Moi ce qui compte c'est que je sois bien avec moi-même, ma conscience et les préceptes de Tout-Puissant. Ok, la disparition des hommes de part et d'autre, des enlèvements sans suite, des pertes de vies humaines par endroit, comment jugez-vous tous ces actes contraires à la loi et aux droits humains? C'est la même chose que ce que je viens de dire. C'est vraiment, il faut la réconciliation, il faut le pardon, et il faut que tous ensemble, on crée une dynamique collective pour relever les défis immenses posés à notre pays. Qui est un pays qui a d'énormes potentialités, mais qui est un pays qui est très en arrière. Même si économiquement on dit oui, on est passé de la position de pays pauvre à pays intermédiaire. Ok, tout ça c'est bien. Mais sincèrement, il faut que ça se voit davantage, notamment dans le panier de la ménagère, notamment dans la coexistence pacifique entre nous.
Et moi, je plaide, je l'ai dit, hein, ce que j'ai dit pour les journalistes, ça vaut pour le reste, pour le pardon et la réconciliation. Simandou 2040 est-il ce projet qui sortira la Guinée de son état de léthargie, 10 ans de ce retard accumulé dans plusieurs domaines de la vie socio-économique? À votre avis? Simandou, bon, vous le savez, c'est un projet, c'est un programme. Là, on parle du programme qui est très ambitieux. Et même, on peut parler du projet, puisque déjà, il y a 20 milliards. Le projet, c'est que notre pays est doté, et ça, c'est Dieu, le Tout-Puissant. On a la meilleure qualité au monde de fer, et on aura cette exploitation-là de fer qui a commencé. D'ailleurs, j'ai dit on aura, ça a commencé le 11 novembre à 11h11, comme le dit souvent notre frère Diba Diakité, il a raison. Le train a sifflé. Ça nous a touchés. Vous avez vu, enfin, de par le monde, tous les Guinéens. Moi, j'ai eu des coups de fil, j'ai eu des gens qui ont dit on est devant notre poste de télévision. Et moi-même, j'étais devant mon poste de télévision et j'étais heureux quoi, de voir le monde entier, enfin, des personnalités de ce monde des minéraux, du monde entier. Des gens sont venus avec leur jet privé. Et donc, évidemment, quand on est Guinéen, ça fait plaisir que le monde entier vienne, s'intéresse à nous et décide d'investir. Et pose des actes, parce que Simandou, c'est déjà des actes. Hein. Les 650 km x 2 là, de voies ferrées, ça existe déjà. Hein. Le minerai est déjà exploité. La scierie, on verra. Mais le programme, donc parlons du programme. Le programme, c'est une planification. Et on a besoin de planification pour avancer. C'est pas comme au temps de la Chine ou de l'Union soviétique. Dans les années 60, on parlait des grands programmes, des grands plans triennaux ou autres. Mais c'est une planification qui implique tous les ministères. Avec évidemment les 5 axes que vous connaissez. Et comme vous le voyez, et c'est très bien, l'agriculture, qui est le premier point. Et même si j'ai dit dans une émission, des gens m'ont appelé pour me dire oui, tu as parlé de la culture, je ne reviens pas là-dessus pour ne pas être non. J'avais dit dans une émission que moi j'aurais mis l'axe culture en avant, mais l'axe agriculture c'est important parce qu'on est un pays qui a 13 millions d'hectares de terres arables. Et donc on est un pays béni. Et si on met le paquet, on peut faire de l'agriculture le moteur de notre développement. Et la différence avec les mines, elle saute aux yeux. L'agriculture, elle ne pollue pas. Enfin, elle a aussi ses problèmes, hein, bien sûr. Ça dépend des intrants, ça dépend des produits qu'on utilise. Hein. Demandez aux Antillais, ils ont des gros problèmes en ce moment. Demandez à l'Union européenne. D'ailleurs, il y a le débat aujourd'hui au niveau de l'Union européenne. Mais de manière générale, quand même, l'agriculture, elle pose moins de problèmes d'environnement que les mines. Et en plus, elle rapporte beaucoup plus. Elle rapporte beaucoup plus. Pourquoi? Parce que pour l'instant, nous sommes juste, nous produisons, nous ne transformons pas nos minéraux. On exporte la bauxite, on n'exporte pas l'alumine, encore moins l'aluminium. Le jour où on arrivera à faire ça, et c'est bien parti pour l'alumine. Et ça, on le doit aussi à cette gouvernance-là. Je le dis aussi pour les gens qui disent oui, mais d'accord, il y a des Conakry et tout ça, mais il y a des choses. Il y a beaucoup de choses qui se font, qu'il faut mettre à l'actif de cette transition-là, qui, sincèrement, est une réussite globale, évidemment. Quand je dis globale, c'est pour dire que je ne nie pas les quelques difficultés qu'on a, ça c'est clair. Mais si, pour revenir à votre question, si on met le paquet sur l'agriculture, on va préserver notre environnement, on va gagner plus d'argent, on va éviter les questions de crise alimentaire. Est-ce que vous savez qu'on importe beaucoup plus de riz en Guinée qu'on en produise, alors qu'on peut faire l'inverse. Vous voyez? Et en plus, c'est notre plat principal. Bref, voilà, je ne veux pas être très long, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, pour répondre à votre question, c'est une perspective alléchante. Il faut qu'on y croie, mais il faut qu'on bosse. Parce que nous, au CNT, on a voté la loi sur le contenu local.
qui permet de privilégier les ouvriers, les salariés, les chefs d'entreprise guinéens. Mais encore faudrait-il qu'ils se sentent concernés et qu'ils participent. Donc il faut que tout le monde participe. C'est une grande opportunité. Il faut arrêter de dénigrer ça. Parce que j'ai entendu ça aussi. Les gens qui ont dit, ouais, est-ce que tu crois à ça? C'est de la poudre aux yeux. C'est pas de la poudre aux yeux. La preuve, ça existe déjà. Le port de Moribaya, il existe. Les kilomètres de rail, ça existe. Voilà. Donc, ma réponse, elle est celle que j'ai commencé par donner. C'est vraiment un formidable espoir. C'est vraiment quelque chose de géant dont on parle depuis plus de 40 ans, voire plus, qui est aujourd'hui en train de se matérialiser sous nos yeux. Il faut que nous soutenions et il faut que nous participions. Une nouvelle constitution, un nouveau président, un premier ministre qui vient d'être nommé, bientôt un gouvernement au portefeuille réduit. Quel avenir projetez-vous pour notre Guinée? Moi, je souhaite que du bien à notre Guinée. Je pense que tous les Guinéens souhaitent le bien à notre Guinée. Et ça, j'en profite pour tordre le cou à ceux qui disent « Ouais, non, il y a des anti-Guinéens. » Non, il faut arrêter. Il n'y a pas des anti-Guinéens. Tous les Guinéens aiment leur pays. Après, ils ont des approches différentes. Ça, c'est la vie aussi. C'est la vie, c'est la démocratie. On peut avoir des approches différentes. Mais je pense sincèrement que tous les Guinéens souhaitent la réussite de la Guinée. Et donc, il faut qu'ils souhaitent la réussite du gouvernement. Parce que c'est le gouvernement, c'est le président Mamadi Doumbouya qui est à l'œuvre aujourd'hui. Voilà. Et moi, là-dessus, je rejoins les imams. On dit non, les imams sont... Certains imams sont des escrocs. Non. Les imams, quand ils disent qu'il faut soutenir celui qui dirige le pays, ils ne disent pas qu'il faut dire que tout ce qu'il fait, c'est bon pour applaudir à tout ce qu'il fait. Ils disent qu'il ne faut pas lui souhaiter le mal. Parce que c'est lui qui... C'est comme le chauffeur. Récemment, c'était la semaine dernière, un imam qui disait ça. Et moi, je disais qu'il a raison. Que si vous êtes dans une voiture, que vous souhaitez que le chauffeur se casse la gueule... Celui qui tient le volant. Celui qui tient le volant, c'est le chauffeur en l'occurrence, se casse la gueule dans votre voiture. Mais vous allez tous vous retrouver dans le ravin. Donc cette image-là, que souvent certains de nos sages, et pas que les imams, certains de nos sages disent, je pense qu'ils ont raison. Et je pense que ça ne veut pas dire qu'ils sont des Nyarimara, comme on dit en Soussou. Non, ça veut dire simplement qu'il faut que tout ce qu'on peut faire pour que le pays avance, qu'on y aille. Et ça ne nous empêche pas de tirer la sonnette d'alarme sur les choses qui ne vont pas. Et de se battre aussi, pas de manière violente, mais il y a plein de moyens de faire avancer des causes pour que cette pacification se fasse, que le rassemblement se fasse, que nos frères et sœurs qui sont à l'étranger et qui ne peuvent pas venir, qu'on leur permette de rentrer au pays. Parce qu'on a besoin de toutes les intelligences, on a besoin de toutes les forces, on a besoin de toutes les compétences. Et face aux défis majeurs que traverse notre pays, ils ne sont pas de trop, au contraire. Et en tout cas, nous, à notre commission, c'est notre leitmotiv. C'est faire en sorte que les Guinéens rentrent dans leur pays, trouvent une place dans leur pays, apportent leur contribution dans leur pays. Donc on ne peut pas trier. On ne peut pas dire non, cela, pas cela. Non, non, il faut tous. Et il faut apaiser. Il faut trouver les voies du dialogue, de la réconciliation, parce que le concept d'anti-guinéen, c'est un concept qui a été à un moment utilisé pour des raisons politiciennes, même pour des raisons néfastes, j'ose dire. Ça n'existe pas. Tous les Guinéens sont ceux qui aiment ce pays, ceux qui appartiennent à ce pays et ceux qui aiment ce pays. C'est ça, en plus, le concept de la nation, c'est ça. La nation, c'est l'appartenance commune à un destin commun. C'est l'envie aussi. Je ne veux pas faire trop un télo, mais Ernest Renan disait la nation, c'est le plébiscite de tous les jours. C'est-à-dire tous les jours, il faut renouveler son amour à la mère patrie, à travers nos comportements, à travers nos œuvres et à travers aussi notre volonté de vivre ensemble. Merci d'être venu sur notre chaîne TV Guinée Paris, dans son émission Parlons de la Guinée, mais pas depuis Paris, mais depuis Conakry. Nous vous remercions franchement et de votre
disponibilité et surtout du franc-parler. Bah, moi, je vous remercie aussi parce que, bon, par ailleurs, le réalisateur est un frère, est un ami qui déjà nous suivait. Et donc, moi, je fais très peu d'émissions. Souvent, quand on me dit, mais on t'entend pas beaucoup, je dis, mais venez au CNT, vous allez m'entendre. Et surtout, écoutez et regardez les émissions, les écrits de mes amis qui sont dans les médias. Parce que j'ai des amis dans les médias qui, eux, sont honnêtes et intègres, qui ne vous amènent pas à dire forcément ce qu'ils veulent entendre. Parce que malheureusement, il y a des gens comme ça qui veulent que je prenne position dans un sens qui leur convient. Mais moi, mes positions, c'est par rapport à ma conscience et mon amour de ce pays. Donc, je vous remercie également de ce moment que j'ai partagé avec vous. En plus, je vous remercie de vous être déplacé pour venir au CNT. Mais ça tombe bien parce qu'en fait, vous avez illustré le message que je donnais. Le CNT est ouvert, vraiment le CNT est ouvert à tous les Guinéens, particulièrement, je ne sais pas quelle caméra est celle la plus adaptée. Donc le CNT est ouvert à vous tous, mes frères et sœurs que nous regardez, principalement vous, les frères et sœurs de la diaspora. Notre pays a besoin de vous. Merci.